Bien évidemment que lorsque mon bébé arrive, que je ne gère plus du tout mon temps, mon emploi du temps ne m'appartient plus, qu'il faut mettre en place des routines, des machins, et que ça dépend de moi et que je me sens impuissante parce que j'arrive pas à passer à l'action, parce que je suis trop fatiguée, parce que je suis trop anxieuse, bien sûr que ça amplifie les émotions négatives. Ça amplifie la culpabilité, ça amplifie la gêne, la honte, tu te remets en question. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Vous avez sans doute déjà entendu parler du burn-out lié au milieu professionnel, mais avez-vous déjà entendu parler du burn-out maternel? Eh bien, si la réponse est non, ça tombe bien. C'est ce que notre invitée du jour, Noélie, a vécu et qu'elle a choisi de partager avec nous. À la naissance de son fils, Noélie va faire face à une grande anxiété. Elle va passer des jours à pleurer et va se sentir tellement mal qu'elle n'aura pas la force de s'occuper d'elle-même et encore moins de son fils et de son couple. Aujourd'hui, tout va bien, elle se porte bien, sa famille va bien, mais elle a choisi de partager son histoire avec nous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Noélie. Hello Florence. Comment vas-tu? Écoute, ça va, je suis contente d'être là. Moi de même. Sur Résonance, on a un petit rituel quand on démarre. Donc, c'est de répondre à soit une question ou de compléter une phrase. Qu'est-ce que tu préfères? Compléter une phrase. Compléter une phrase. Donc, la phrase, elle dit ceci: je me sens moins seule quand. Euh, Ça va être très rapide. Je me sens moins seule quand je suis avec mon chéri, ma maman et mon fils. Avec toute la famille, du coup. Quand j'ai mes proches, ouais, je me sens vraiment contente et reconnaissante d'avoir une famille absolument adorable. Donc, dès que je suis avec eux, c'est bon, ça va, tout va bien. Ah, super. Bah, tu l'auras compris, hein, le but de cette question-là, c'est pour voir un peu ce que chacun fait pour ne pas être dans la solitude, qu'est-ce qui fait du bien à chacun et créer ainsi de la résonance, comme le nom du podcast. Noélie, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Je m'appelle Noélie, j'ai bientôt 34 ans là au mois d'avril. J'ai un petit garçon de 4 ans. Un couple aussi depuis quelques années maintenant, depuis presque 6 ans. Je suis entrepreneur aussi depuis 5 ans. C'est pas évident de l'intégrer à mon identité, mine de rien. C'est vraiment important pour moi de faire des choses que j'aime. Je n'aime pas cette notion de s'obliger, se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Et du coup, tant que je le peux, en tout cas, je reste vraiment dans la fluidité et dans le fait de faire des choses qui m'animent. Et c'est de là que j'ai lancé mon activité l'année dernière, du coup, euh, sur le fait d'accompagner les femmes afrodescendantes à pouvoir vivre de leur passion, mais vraiment à créer une activité, un business qui soit aligné, qui s'appuie sur leurs forces, leurs talents naturels pour que l'activité soit fluide en fait, de la création de l'offre de cœur jusqu'à la création du système de vente et donc d'avoir le business de cœur dans son ensemble qui soit aligné. Voilà pour la présentation, pas du tout rapide. Non, c'est génial. Je m'attendais à ce que tu ailles jusqu'à ce niveau-là pour qu'on comprenne aussi ce que tu fais, hein. C'était quoi ton quotidien avant l'arrivée de ton fils? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, très bonne question. Écoute, avant l'arrivée de mon fils, en fait, j'ai été salariée pendant un temps. Donc, pas très longtemps d'ailleurs, j'ai fait mes études et puis à la fin de mes études, j'ai trouvé un poste dans une grande entreprise, pardon. J'y suis restée 1 an et demi, mais juste en 1 an et demi, déjà, j'étais la plus ancienne, c'est dire le turnover qu'il y avait sur place. Et pour le coup, effectivement, après cette période,
il s'est passé qu'il y a eu le Covid en fait. Et donc à l'arrivée du Covid, on était en confinement et tout, je travaillais encore en télétravail du coup dans cette entreprise. Et puis j'ai décidé le jour du déconfinement de poser ma démission. J'étais vraiment motivée, je savais que je ne voulais plus vivre une vie où j'étais contrôlée, dirigée par un patron. Je savais que j'avais vraiment envie d'être à mon compte. Je savais que j'avais vraiment envie de créer mon entreprise, sauf que je ne savais pas dans quoi. À ce moment-là, je n'avais même pas conscience que je ne savais pas dans quoi. Je savais juste que c'était hors de question que je continue une vie où je rentre à la maison avec du boulot, je me réveille super tôt pour travailler et ensuite il faut que j'arrive super tôt au boulot. J'étais entourée, en fait, j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas forcément. Et donc, jusque-là, je n'ai pas encore d'enfant. Et donc, ma priorité, c'était vraiment comment je vais faire si à un moment donné, je veux fonder une famille. J'avais pas de social, j'avais pas de temps libre. Donc, c'était vraiment inconcevable pour moi de poursuivre. Donc, j'ai démissionné, bien sûr. Donc, juin 2020, je pose ma démission alors que j'avais un poste de cadre. Voilà, j'ai fait mes études pour ça. C'était la suite logique et tout. J'ai tout arrêté, j'ai quand même tout arrêté. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me former dans un premier temps. Donc j'ai démissionné en juin et en septembre, j'étais déjà en fait en train de faire une formation pour apprendre à vendre, à être infopreneur. Donc à vendre en formation en ligne, c'est là que j'ai découvert le monde un peu du coaching, de l'accompagnement en ligne et tout. Et à partir de là, février 2021, j'apprends que je suis enceinte. Donc, je me dis, ok, gros changement. Pour le contexte, quand même, avant, du coup, ma grossesse, encore avec ma maman. J'étais en train d'acheter un appartement, voilà. Donc j'y habitais, mais je savais que c'était provisoire parce que je n'avais pas pour objectif d'y rester forcément. Donc j'alternais et sincèrement, on se le dise, je suis une enfant gâtée. Donc moi j'étais encore chez maman prenait soin de moi, elle faisait à manger. Vraiment, j'avais pas de contraintes, j'avais vraiment la vie libre qu'on peut imaginer, libre et riche qu'on peut imaginer en fait. Donc, lorsque j'apprends ma grossesse, il faut tout réorganiser, il faut trouver la maison avec le chéri, il faut aménager ensemble, préparer la chambre de bébé. Je suis contente quand même que je ne travaillais pas à cette période-là pour justement avoir le temps de tout mettre en place. Et à la fois, justement, c'est une période où je ne travaillais pas, donc financièrement, c'était très compliqué. Et donc, dans ma tête, vraiment en mode c'est pas grave, de toute façon, je vais me mettre à mon compte et ça va aller. Et du coup, rien ne se passe comme prévu. C'est très bien que tu aies fait tout ce petit voyage-là, ce cheminement-là pour nous emmener au moment où tu apprends la grossesse. Et, j'ai envie d'enchaîner en te demandant qu'est-ce qui va faire que, à l'arrivée de bébé, tu te sentes dépassée, ou du moins c'est quoi le déclenchement qui fait que tu passes de cette phase-là à cette période d'anxiété qui va s'avérer être le burn-out? Alors, il faut savoir que ma grossesse s'est quand même super bien passée. J'ai pas eu de symptômes particuliers, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de... même j'avais des fois les pieds qui gonflaient, j'étais toute contente, j'allais appuyer dessus, ça laissait des traces et tout. J'étais trop contente d'avoir de vrais symptômes de femme enceinte parce que sinon j'avais un tout petit ventre. Donc la grossesse s'est super bien passée. L'accouchement, Dieu merci, s'est super bien passé. Je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Vraiment, je remercie le ciel et c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que c'est juste pour comprendre le processus. Et donc, jusque-là, tout se passait super bien en fait. Donc, jusque-là, ça allait. Même les premiers mois avec le bébé, le moment où il est encore couché, même les nuits, me réveiller, ça allait. Le fait de me réveiller la nuit, je l'ai allaité. Me réveiller toutes les nuits et tout, ça allait. J'ai pas eu de soucis les 3 premiers mois, on va dire. 4e mois, il commence à manger, donc là, je commence à me dire
il faudra lui faire à manger. Là, c'était maman qui faisait à manger. Comment on fait ça? Donc là, ça a été la partie un peu compliquée. Et en fait, la vérité, c'est que je ne saurais même pas vraiment te dire à quel moment ça a commencé, cette période d'anxiété. Ce que je sais, c'est que à partir d'un certain temps, alors que j'étais entourée, hein, vraiment, je ne sais pas si j'ai précisé, mais j'avais mon chéri, j'avais ma maman qui habite juste à côté, donc on s'organisait. Ça allait à ce niveau-là. Ce qui s'est passé vraiment, c'est que un jour, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à penser pour moi. Je pensais littéralement à mon fils en priorité sur tout. Je ne pensais à personne d'autre. Je ne pensais pas à moi. Je ne pensais à rien d'autre que est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il mange bien? Suffisamment qualitatif, parce qu'en plus, évidemment, j'ai fait des choix assez particuliers. Pas de viande, pas de lait de vache, donc je cherche absolument du lait infantile végétal. Plein de petits trucs comme ça qui font que, mine de rien, ça rajoute, tu sais, des petits paramètres à chaque fois qui font que tu penses à ça, ah oui, l'alimentation, est-ce que ça va, son cerveau, est-ce qu'il se développe bien. Je me renseignais, à cette période, je me formais aussi, j'avais acheté un accompagnement à la parentalité bienveillante, donc pour être sûre de ça exactement, comment son cerveau se développait, à quel stade développemental il en était. Vraiment, je me renseignais énormément sur chaque étape et j'avais c'est même pas une envie, c'était une obsession de vouloir être la maman parfaite. Et il se trouve que quand tu veux être la maman parfaite, tu réfléchis à tous les aspects de la vie de ton enfant. Tu vois, et ça, il y a eu un jour où je me suis rendu compte que non mais attends, là j'en peux plus en fait. C'était épuisant, même en grandissant, c'est ça. Je me demandais est-ce que du coup, comment dire ça, est-ce que les activités sont adaptées à son stade de développement? Enfin, je poussais le truc vraiment, vraiment loin. Et ça fait que la nuit, je me réveillais, j'avais plus d'espace mental pour penser à autre chose. J'avais plus d'espace mental pour envisager une activité d'entrepreneur, alors que moi, dans ma tête, c'était faut que je fasse l'argent, urgence financière, il faut que ce soit maintenant. J'ai démissionné, ça fait déjà 1 an que j'ai démissionné, ça fait déjà 2 ans, et puis les mois passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et je me dis, mais je stagne, c'est n'importe quoi, je continue de me former, en fait, ça m'apporte une certaine, c'est comme si ça me rassure un peu quelque part, de savoir que je continue à me former parce que ça fait mon ego se sentir actif, du coup, me sentir active selon mon ego, sauf qu'en réalité, je n'avais aucun résultat concret. Je n'avais aucun résultat tout court. Mon passage à l'action, j'étais tout le temps en frise, en fait, de c'est quoi la prochaine action? Est-ce que c'est la bonne action? Je me souviens qu'à une période, j'avais littéralement peur d'être fatiguée. Donc j'avais peur de mettre en place des actions qui feraient que derrière, je me sentirais aussi épuisée que j'ai pu l'être, en fait, avec mon bébé, en fait. Et ça, c'était hyper compliqué. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, j'ai beaucoup parlé. Si, je voulais vraiment te laisser aller au bout, mais je vais rebondir. Là, quand tu dis un jour, parce que tu expliquais, tu disais un jour, tu t'es rendu compte que tu te posais trop de questions, c'est survenu au bout de combien de temps? Franchement, je ne saurais pas te dire exactement. Je sais qu'à ces 1 an, on a eu cette phase où on devait le mettre à la crèche. On a choisi de le mettre à la crèche parce que clairement je voulais le garder, mais on a choisi de le mettre à la crèche pour qu'il puisse en fait se sociabiliser un peu. Et juste pour te donner une idée, la semaine d'intégration en crèche, justement, c'est 4 jours. Donc c'est une semaine, c'est lundi, mardi jusqu'au vendredi. Du coup, 4 ou 5 jours, je ne sais plus,
au lieu d'une semaine, on a fait 3 semaines d'intégration parce que moi, j'étais mais en stress total, alors que c'est la crèche, la famille de mon conjoint, en fait. Donc, en fait, je savais en plus qu'il allait être bien entouré, mon fils. Oui. Mais le truc de, oui, mais à la crèche, c'est pas une crèche Montessori. Est-ce que, du coup, ils vont faire attention à ses besoins à chaque instant? Il y a quand même beaucoup d'enfants. Est-ce que j'aurais pas dû choisir une assistante maternelle? De toute façon, j'avais même pas le choix à ce moment-là, financièrement. Le choix était très vite fait. Et là, je me suis dit, mais comment, en fait, je vais gérer ça? Et je me souviens que déjà, là, à ces 1 an, c'était déjà quelque chose de très... mon anxiété était déjà bien avancée. Oui. Mais honnêtement, en fait, si tu veux, t'es tellement dedans que tu vois même pas, tu te rends même pas compte que tu bascules. D'accord. Tu vois, ce moment où je me rends compte que, ben, en fait, je suis en burn-out, mon fils, il a déjà peut-être 2 ans et demi. Ah, Mais je ne sais pas depuis combien de temps j'y suis. Tu vois, t'es dedans, tu le vis et tu te rends pas compte, en fait. C'est comme lorsque tu sais, on dit souvent, lorsque tu as une odeur dans un environnement, au début, ça va, c'est l'odeur, tu t'y habitues et à force, quand quelqu'un d'autre rentre dans la salle, elle se dit wow, mais ça sent super fort et toi, t'en avais même pas conscience parce que tu t'es habitué à l'odeur. Oui. Pour moi, c'est pas pareil. C'est-à-dire que l'anxiété s'est installée petit à petit, je m'en suis même pas rendu compte. Jusqu'à ce jour où là, c'était trop, quoi. Oui, et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu t'en rends compte? Est-ce que ça vient d'un regard extérieur ou bien qu'est-ce qui fait que tu as le déclic de te dire non, en fait, là, ça va pas, j'ai besoin d'aide? Disons que dans ma famille, de façon générale, il y a des professionnels de l'éducation, tout ça, donc dès l'arrivée de mon fils, je leur parle, des proches, en plus il y a ma tante, il y a la mère de mon compagnon, sa cousine, enfin il y a vraiment sa cousine d'ailleurs, j'ai des cousins aussi, enfin j'ai vraiment du monde autour de moi qui sont jeunes parents comme moi, à qui je peux parler, donc à qui je parle de temps en temps, tu sais, mais on dit des petits trucs légers, genre comment ça va en ce moment? Bah écoute, je suis fatiguée, franchement. Et ils répondent oui, c'est normal, la fatigue, tu vois, mais sans rentrer dans le détail. Jusqu'à quand même mes tantes à qui je peux vraiment me confier, qui elles sont déjà, qui ont déjà des enfants majeurs. Je peux leur en parler. Il y en a une que j'adore, qui m'a vraiment, vraiment aidée sur cet aspect-là, qui continue de m'aider sur l'éducation de mon fils. Donc si tu veux, j'en parle quand même. Donc j'en parle, et là, j'en parle, mais jusque-là, j'ai pas conscience que c'est un problème, tu vois. C'est vraiment, j'échange, elle me donne des conseils, oui, tu peux faire comme ça, tiens, regarde, j'ai trouvé des petites activités pour lui, ça pourrait être intéressant, tu fais comme ça, c'est simple à mettre en place, donc elle est contente, ça va. Avec mon conjoint, du coup, je lui dis, bon, ouais, d'ailleurs, ça c'est un compliment, j'ai oublié de préciser, mais avec mon conjoint, avant l'arrivée de notre fils, en fait, on faisait tout en équipe. Donc, à la maison, à l'intérieur, c'était tout, travail d'équipe. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça, travail d'équipe. Faire à manger, c'était travail d'équipe, les fois où on était ensemble, tu vois. Vraiment, on se répartissait les tâches, on faisait vraiment tout ensemble. Et donc, à l'arrivée de mon fils, moi, j'étais hyper confiante à l'annonce de ma grossesse. Oui, on va tout faire ensemble, ça va être un travail d'équipe. Et il se trouve que quand il s'agit de s'occuper d'un enfant, la notion de travail d'équipe n'est pas la même. En tout cas, dans notre couple, elle n'a pas été la même de mon point de vue et du sien. Donc, ce que lui appelait travail d'équipe, c'était « T'inquiète, je m'occupe de la maison et tout. De toute façon, tu as choisi de l'allaiter, c'est génial. Mais je ne peux pas beaucoup l'aider avec le biberon ou quoi, puisque pour l'instant, tu lui en donnes pas. » Ça, c'était les premiers mois. Et donc, effectivement, je me réveillais, je m'occupais de lui, tout allait bien, et mon compagnon gérait en fait le reste, la maison et tout. D'ailleurs, je le remercie vraiment pour ça, parce que je sais que toutes les femmes n'ont pas ce luxe-là, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et
Il se trouve qu'à un moment, quand même, je lui ai dit, non mais là, je suis fatiguée, je préfère aller faire la vaisselle et toi, tu me couches, plutôt que ce soit l'inverse, juste parce que je l'ai déjà géré toute la journée et là, j'en peux plus. Et ce jour-là, je me souviens déjà la fois où la fois où j'avais communiqué ça. À ce moment-là, déjà, je me disais, mais en fait, c'était ça ma notion du travail d'équipe à moi. Tu vois, pour moi, c'était vraiment de temps en temps, je vais te coucher, ce sera toi, tu vois. Oui. Moi, c'était ça. Et en fait, pour lui, le fait de... Et il a raison quelque part, le fait de gérer l'enfant, pour moi, et lui, gérer tout le reste, donc les courses, le ménage, faire à manger et tout, enfin, tout le reste, pour lui, c'était ça aussi un vrai travail d'équipe équilibré et tout. Et je me souviens, donc déjà, cette première fois là où c'était une nuit, alors je ne saurais même pas te dire quel âge il avait, peut-être 6 mois, je ne sais pas, je me dis ça, peut-être 6 mois. Il y a eu ce premier truc là où je me suis dit, attends, là je préfère faire la vaisselle. Et si je préfère faire la vaisselle, c'est que là déjà, il y a un truc qui va pas, tu vois. Je préfère ranger la cuisine et tout, ok. Donc il y avait ça. Ensuite, il y a eu d'autres moments comme ça où je voulais qu'il fasse, qu'il s'occupe donc de mon fils, mais je voulais qu'il le fasse à ma part, tu vois, parce que moi, je me suis renseignée, sur à quel moment son cerveau il en est, comment faire pour le coucher, il faut une routine, il faut que ce soit comme ça. Et en fait, lui, mon conjoint, il n'était pas sur ça, il est en mode, moi, je m'en occupe, je suis son papa, et je vais trouver des moyens qui seront aussi bénéfiques pour lui et qui me conviennent à la fois, en fait. Oui. Et moi, j'étais en mode, on va faire comme ça. Donc déjà, là, il y a des petits conflits parce qu'il me dit, mais tu me demandes de le faire, mais quand je fais à ma façon, ça ne te convient pas. Et il avait raison. Donc même si ça me crée de l'anxiété, parce que même le fait de déléguer me crée de l'anxiété. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Même sur ça, c'était compliqué. Ensuite, ouais, il y a eu ce soir-là où on échange encore. Donc, ouais, c'est aux alentours de ces 1 an, comme je le disais. Non, c'est aux alentours de ces 2 ans et demi, ouais. 2 ans. Autour de ces 2 ans et demi où je me souviens qu'on a pris une décision avec mon conjoint. Ça y est, notre fils, il a passé 2 ans. Et à partir de là, il faut qu'on arrive à se retrouver. Et donc, on se crée un petit rituel de se retrouver un week-end par mois sans enfant. Donc, il y a eu un soir, où je crois que c'était notre tout premier week-end de couple, où là, je lui explique en fait que même pour le week-end de couple, je suis épuisée en fait. Je suis juste fatiguée, j'en peux plus, j'ai pas l'espace pour penser à ok, on va dîner, ok, on va rentrer à la maison, on va regarder un film. Non, je veux juste dormir, être dans un lit allongé, sans avoir la charge mentale. Il faut lui préparer le dîner, il faut le coucher, il faut lui faire sa toilette, son hygiène, son machin, faire la routine du dodo. Je veux juste ne pas avoir à penser à ça pendant un temps. Déjà là, ce soir-là, donc notre tout premier week-end de couple, je sais que je suis en mode waouh, là, il y a un truc qui se passe. Et donc, quand j'échange avec mon compagnon, qui en plus est certifié en programmation neurolinguistique, en PNL, donc il est coach lui aussi. Et donc là, c'est comme s'il est passé en mode coach, il est sorti du rôle de conjoint, il est passé en mode coach. Et quand il me coach, il me dit, ok, donc en fait là, tu es en train de me dire que tu n'as même plus d'énergie pour toi en fait. Et là, je lui dis, non mais je crois que je suis en burn-out maternel en fait. Il me dit, ouais, je crois aussi. Et ça a été genre le déclic quoi, tu vois. Ça a été le soir où, j'ai réussi à mettre des mots dessus, où j'ai réussi à faire mon conjoint comprendre ce que je ressentais, et où j'ai réussi à juste faire comprendre ça à quelqu'un d'autre que moi, en fait. J'en ai parlé à mes copines, j'en ai parlé à mes tantes, comme je disais, à ma maman, j'en ai parlé autour de moi, mais personne n'avait compris le mal profond qui se cachait derrière. Et encore plus, il y en a peut-être que je n'ai pas précisé,
c'est encore plus compliqué lorsqu'en fait, tu as de l'aide autour de toi, tu vois. J'avais honte, en fait, je le dis avec des frissons, j'avais honte de me sentir mal alors que j'ai un chéri qui s'occupe de la maison, ma maman à côté qui est là pour me donner des conseils, pour garder mon fils, tu sais, genre, littéralement, si je voulais faire une sieste, je pouvais emmener mon fils à ma maman. Je le faisais quasiment jamais, mais parce que j'avais honte de demander, tu vois. J'avais honte d'être à la maison et de ne pas réussir à avoir mon entreprise, passer à l'action, faire mes formations, aller au bout de mes formations, tu vois, lancer l'entreprise, commencer les accompagnements, faire mon marketing. J'avais honte de ne pas réussir à faire tout ça alors que j'avais de l'aide autour de moi. Donc, c'était... je me souviens en tout cas que ce soir-là, ça a été hyper libérateur parce que je me suis dit, oh, ça y est, il me comprend. Ça y est, il y a quelqu'un qui comprend en fait ce que je ressens, tu vois. Donc ouais, ça a vraiment été ça. Oui, totalement. Et tu vois, tu disais, tu avais honte, tu avais de l'aide, du coup, ça a accentué la honte, la gêne, l'idée de dire, oui, je ne peux pas me permettre d'être dans cet état d'anxiété ou de burn-out. Pourtant, la fatigue, elle n'est pas que physique. Tu vois, elle est mentale, elle est psychologique. Le fait de tout le temps en train de te poser des questions, de ruminer, de penser à mille et une choses, comment mon enfant va manger, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va bien, comment est-ce que je vais lancer mon entreprise. En fait, finalement, c'est cette fatigue-là qui prend le dessus sur ton état physique. Et ça, j'ai envie de dire, c'est indépendant de ta faute. Enfin, c'est indépendant de toi plutôt, pour parler en bon français. Donc ça, voilà. Je pense qu'on est nombreuses, moi je suis pas encore maman, mais beaucoup de femmes, je me mets dans le lot, ont cette charge mentale et veulent taire cette fatigue-là, cette voix-là, parce que, soi-disant, c'est pas visible. Et parce que, soi-disant, on a de l'aide. Alors que non, ça va plus loin que ça. Bon, bref. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est tellement dans notre culture aussi, c'est-à-dire que moi je suis guadeloupéenne et tu vois, aux Antilles, la femme, on l'appelle la femme potomitan. C'est-à-dire que littéralement la femme, c'est potomitan, c'est comment on dit, le poteau porteur de la maison centrale qui supporte la maison, tu vois. Et donc la femme potomitan, c'est vraiment celle qui gère littéralement tout le foyer. Et moi, le modèle que j'ai, ma maman, c'est... ma maman m'a littéralement fait passer avant tout dans sa vie. Genre, je suis son petit bébé. Et du coup, c'est pour ça, comme je te disais, j'ai grandi comme étant une enfant gâtée. Et je sais que j'ai des copines qui me disaient « What ? Mais attends, mais c'est quoi cette vie ?» Tu vois, genre, quand elles venaient à la maison, elles étaient en mode « Mais Noélie, mais en fait, vous êtes riche, t'es une princesse. » Mais vraiment ce truc-là où ma mère, d'ailleurs moi-même, j'ai cru que dans notre enfance, ma famille était hyper riche et tout. Non, c'est juste que ma mère s'est toujours sacrifiée pour que j'ai le meilleur, en fait. Pour que j'ai vraiment le meilleur, parce que notamment, elle, dans son éducation, quand elle a grandi dans une très grande famille qui avait très très peu de moyens, tu vois. Donc ils ont appris à faire avec, ils ont appris justement à renforcer les liens autour de la famille, mais aussi quand elle m'a eue, en plus moi sa seule fille, vraiment j'étais son petit bébé, j'étais sa princesse et il fallait surtout pas que je connaisse la misère, que je lève le petit doigt, que je connaisse la souffrance. Donc vraiment j'ai été gâtée, tu vois. Et donc quand tu as une maman modèle qui a tout sacrifié pour ton enfant et qui, en plus, pour qui c'était normal, tu vois, de tout sacrifier littéralement. Pour elle, c'était normal. C'était même pas je pense même pas qu'elle l'ait vécu comme une souffrance de m'élever. Tu vois, c'était vraiment ado et donc en échange, c'est normal pour elle de tout donner, quoi. Quand tu as eu ce modèle-là et que toi, tu sens que tu n'arrives même pas à faire la même chose, mais même pas à faire le centième de ce qu'elle fait, tu te dis, ouais, non, là, il y a un problème. Et forcément que la honte, tu vois, la honte et l'anxiété avec, quoi.
Ouais, totalement. Et du coup, quand tu prends conscience de ce mécanisme-là, du fait que tu es clairement dans un burn-out, quelles sont tes résolutions ensuite? Comment est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas mettre en place, voilà, pour te sortir de ça? Ben écoute, alors ça devait être au début de l'année 2024, lorsque j'ai eu cette prise de conscience et tout l'échange avec mon compagnon. Et à partir de là, lui-même, le soir où il était en mode coach, et il m'a dit ouais, je pense aussi que là, ça va pas du tout. Il m'a dit non, mais c'est bon, on va changer ça. Et du coup, je crois que c'était juste avant mon anniversaire. Et il m'a dit pour ton anniversaire, je t'offre une séance de kinésiologie que je voulais faire depuis un moment. C'est un peu du rééquilibrage énergétique et tout, en passant par le corps. Il y avait une psychologue dont j'écoutais le podcast depuis un moment. Elle est spécialisée chez la femme noire et j'adorais tout ce qu'elle partageait. Je me reconnaissais énormément dans tout ce qu'elle disait par rapport aux souffrances et tout. Et il m'a dit, je sais aussi que tu suis cette femme depuis un moment et que tu as envie d'avoir une séance avec elle, je te l'offre. Parce que pareil, financièrement, c'était compliqué, tu vois. Et en fait, quand il m'a dit ça, mon Dieu, j'ai eu des frissons. Quand il m'a dit ça, j'ai eu l'impression que... Ah, ok. Ouf, quand il m'a dit ça, et il m'a dit je t'offre ça pour ton anniversaire, j'avais l'impression qu'il m'offrait comme cadeau d'aller mieux. Et ouais, en gros, j'ai vraiment eu l'impression qu'il m'offrait le cadeau d'aller mieux. Et à partir de là, tu vois, des fois c'est tout bête, mais le fait de se savoir entendu, et c'est là où je trouve ton podcast hyper pertinent, juste le fait de savoir que tu n'es pas seul, qu'il y en a d'autres qui vivent ça et qui comprennent ce que tu vis en fait. Juste le fait d'avoir ça et de l'avoir lui à ce moment-là et qu'il me dise c'est bon, en gros, ça voulait dire j'ai compris ta souffrance et j'ai envie que tu ailles mieux, tu vois. Et à partir de là, en fait, je me suis dit ok, c'est bon, j'ai de quoi me reprendre en main. C'est là aussi alors que jusque-là, mes tantes, ma mère me disaient de prendre un peu de recul et de distance par rapport à mon fils. D'une part pour moi, pour que j'aille mieux, mais aussi pour lui, mon fils, parce que là, j'étais en train de le couver, littéralement, comme une maman poule, en fait. J'étais en train de le couver et ça aurait fait que je n'étais pas en train d'élever un futur homme. J'étais en train de faire grandir un tout petit garçon que je voulais qu'il reste bébé, en fait. Il fallait que dès petit, il puisse être habitué à déjà tout bête, ne plus dormir dans notre lit. Je crois qu'il a dormi avec nous jusqu'à au moins jusqu'à cette période, jusqu'à ses 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est super tard. Enfin, pour certains, d'un point de vue extérieur, c'est super tard. Pour moi, c'était totalement normal, tu vois. Donc ouais, il y a ça. Et ouais, je crois que c'est à partir de là, de lorsqu'il m'a dit ça, que je me suis dit, ok, on se reprend en main maintenant. Déjà, économiquement, il faut aller mieux. C'est bien beau de vouloir lancer son entreprise, son activité, il n'y a pas de souci. Mais là tu es dans l'union financière, donc fais en sorte de faire rentrer les sous. Et je me souviens très bien, juillet, en juin 2024, j'ai une discussion avec mon père où je lui explique, je fais un point sur ma situation financière, où j'en suis, mes projets. Je lui avoue aussi où j'en étais psychologiquement, que j'ai été suivie. Il n'en revenait pas, mais parce qu'il me voyait régulièrement. Il n'habite pas avec nous, mais il venait régulièrement nous voir. Et il venait, et quand il venait, enfin vraiment, il n'en revenait pas parce que je faisais toujours bonne figure. Mon fils grandit super bien, il est hyper épanoui, il est hyper intelligent. Donc, mon père, ça lui faisait plaisir de voir en gros que je fais du bon travail de maman, que son fils grandit bien et tout.
Et quand je lui ai annoncé tout ça, il me dit waouh, mais ok, c'est énorme ce que tu me dis là, mais pourquoi tu m'as pas dit? Déjà, ça a été son premier réflexe, pourquoi tu m'as pas dit? Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais je peux pas te dire un truc comme ça en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, c'était juste. Enfin, c'était pas logique pour moi de partager ce genre de choses. Oui, surtout que toi-même, tu n'étais pas encore dans l'acceptation, tu n'étais pas consciente de tout ça, tu vois. Et il y avait une culpabilité qui faisait que, même quand tu as commencé à en prendre conscience, tu n'étais pas en mesure de le partager. Donc, il y a eu cette phase, tu vois, d'acceptation pour pouvoir ensuite le partager autour de toi. Exactement, j'en avais pas conscience, de deux, quand j'en ai eu conscience, j'avais honte, comme tu dis, j'avais pas accepté, donc dans ma tête, c'était hors de question d'en parler à mon père, qui est mon modèle, mon père, en termes de réussite entrepreneuriale, mon père, c'est vraiment mon modèle, et du coup, ouais, je pouvais pas lui avouer ça comme ça, enfin, voilà, en plus, entre guillemets, j'avais pas de raison supplémentaire, enfin voilà, on a déjà abordé les sujets, mais j'étais entourée et tout, donc Oui. je ne me voyais pas lui dire ça. Pour moi, je passais pour une faible en fait. Je lui avouais quelque chose comme ça. Et donc, quand j'ai osé le faire, je crois que c'était en juin 2024, je lui ai dit là, c'est mon objectif, c'est de me reprendre en main et en commençant par avoir une activité financière, une activité professionnelle qui me rapporte. Je me souviens très bien qu'il me rapporte 2000 euros dans un environnement sain, où je me sens vraiment bien, où je peux être moi-même et tout. Je me souviens lui avoir dit en juin, je crois que j'ai rencontré quelqu'un, une fille qui portait le même prénom que moi, et on a échangé nos numéros et tout. Et genre, je crois qu'en 3 semaines, j'ai manifesté un poste de salarié. Mais vraiment, tout s'est enchaîné en fait. J'ai rencontré la fille, c'était pas prévu. Au final, on a échangé nos numéros juste parce qu'on avait le même prénom. Et un samedi, elle m'appelle pour me dire oui, j'ai un ancien collègue qui cherche un remplaçant pour 6 semaines. Et ça commence lundi. Il était samedi midi. Je dis ouais, ok, vas-y. Moi, dans ma tête, je me suis dit ça va faire rentrer les sous pendant 6 semaines. Ça va faire rentrer les sous pour faire la première rentrée de mon fils qui était en septembre 2024. Et du coup, je me suis dit, hors de question qu'il fasse une rentrée où j'ai pas d'argent et tout, donc c'était sûr. Et donc, j'ai commencé une activité de salarié où vraiment l'environnement, mais en fait, ça m'a redonné confiance en moi, je me suis sentie utile. J'ai adoré parce que les collègues autour, c'était juste incroyable. En plus, c'était dans un service de maintien à domicile, c'est-à-dire que littéralement, je changeais la vie des gens parce qu'on leur apportait du matériel médical à domicile pour qu'ils puissent avoir un meilleur style de vie à la maison. Et je te jure, téléphone, et puis en fait, là, pour moi, c'était vraiment une activité où j'y mettais mon cœur, tu vois. Et après, donc ça, 2024, après 4 années à être à la maison, à se sentir nul et inutile et à ne plus avoir confiance en soi, franchement, ça arrive, je peux te dire, je me suis sentie refaite, quoi, vraiment. Et au final, là où on va me garder 6 semaines, au final, ça a duré 6 mois, ils m'ont créé un nouveau poste, j'ai fait d'autres remplacements, c'était juste incroyable. Et c'est moi qui ai refusé d'ailleurs de poursuivre avec eux en janvier 2025 parce que mon objectif restait quand même d'avoir mon activité. Et c'est pour ça qu'en 2025, j'ai vraiment immatriculé et officiellement commencé à accompagner. Et ta question, c'était sur les résolutions. Oui, c'était comment est-ce que tu avais résolu le problème, qu'est-ce que tu avais mis en place. Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir repris le boulot aussi, ça t'a aidé dans ton cheminement. Exactement. Franchement, la première séance c'était avec le kinésiologue. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais en fait, la conclusion de la séance, c'est qu'il y avait beaucoup de fatigue dans le corps. Et donc, en fait, je savais ça. Tu vois, donc, c'est pas que ça m'a apporté quelque chose. Si, ça m'a apporté quand même tu sais, il m'a recommandé des compléments alimentaires, du magnésium, tout ça, pour aller mieux. Donc ça m'a déjà fait du bien, ça m'a permis de retrouver un peu de vitalité, tout simplement, tu vois, sur l'aspect vraiment physique et
énergétique. La séance avec la psychologue, j'avais beaucoup aimé échanger avec elle, mais tu vois, encore une fois, je ne sais même pas si j'étais dans l'acceptation parce qu'au moment de la séance qui était du coup en avril, donc avant la discussion avec mon père et avant le boulot et tout, quand j'ai échangé avec elle, j'ai échangé en mode je veux absolument créer une activité entrepreneuriale, je ne sais pas dans quoi, est-ce que tu peux m'aider? J'ai même pas parlé en fait de mon mal-être, le burn-out, maintenant, j'en ai même pas parlé à ce moment-là. Quand j'ai eu la séance avec elle, j'étais vraiment en mode j'ai l'impression d'être bloquée, d'avoir des blocages, tu vois, est-ce que tu peux m'aider? J'avais même pas abordé ce sujet-là. Mais ce qui m'a vraiment aidée, ouais, c'est lorsque j'ai posé... En fait, c'est comme si, tu vois, tu fais ta prière, tu demandes quelque chose à Dieu et il te le donne, mais genre presque instantanément. Vraiment, j'ai rencontré la fille, c'est pas prévu, j'étais même pas sur ça. Et du samedi au lundi, ça y est, je suis en poste en fait. Et si tu veux, ça a été aussi un truc de... Parce qu'à ce moment-là aussi, je l'ai pas dit, mais spirituellement, j'étais un peu déconnectée. C'est-à-dire que je m'étais tellement formée au développement personnel, business et tout, genre... tu peux y arriver, arrête de te chercher des excuses, passe à l'action, que je disais tout le temps l'univers, mais je n'arrivais plus à dire que je crois en Dieu, je n'arrivais plus à dire que j'ai une croyance, j'ai la foi en fait, j'arrivais plus à dire ça, tu vois. Et mine de rien, quand j'ai traversé tout ça et que j'ai posé l'intention à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, tu m'entends. Genre, toi, Dieu, là-haut, là, tu m'entends, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ok, juste ça, le fait de reconnecter, en fait, à plus grand que moi et de me sentir entendue, ben ça m'a redonné espoir. Ça m'a aidé à retrouver la foi. Et pareil, pendant l'activité salariée, le fait d'échanger avec d'autres personnes, mes collègues, les clients que j'aidais avec un coup de téléphone littéralement, les personnes qui appelaient et puis tous les retours aussi, il y a tout le monde qui disait mais Noélie elle est là que depuis 3 semaines mais elle est déjà hyper autonome, elle gère tout, elle est trop bien. Du coup apparemment mon nom commençait à circuler dans toute l'entreprise, dans tous les autres services et tout, genre elle est trop bien, faut la garder. Tout ça, ça te redonne confiance en toi, en fait. Parce que jusque-là, j'étais enfermée chez moi à me sentir seule et mal. Et là, soudainement, il y a tout le monde qui te dit, t'es vraiment un soleil, t'es une lumière, c'est trop bien de t'avoir, tu vois. Et là, tu te dis, ah ok, mais je suis juste normale, donc ok. Et vraiment, cette phase aussi m'a fait me dire que, ouais, c'est pas ton parcours qui fait... qui définissent ta personnalité, c'est juste toi en fait, comment toi tu es, comment toi tu te sens en un instant T, qui va faire comment les autres à l'extérieur vont te percevoir aussi, tu vois. Donc ouais, pour moi c'est plus... en fait ça a vraiment été une expérience que Dieu m'a envoyée pour en fait reprendre confiance en moi, retrouver ma foi et continuer d'avancer plus sereinement en fait. Au-delà même du burn-out maternel, tu avais aussi cette pression entrepreneuriale qui te pesait. En fait, ça a été finalement un mélange des deux qui a poussé à ton état, de l'époque, tu vois, la situation dans laquelle tu t'es retrouvée. Parce que tout tournait autour de « faut que l'argent rentre, faut que je me lance, faut que mon business tourne ». Et ça, on voit que ça a pris beaucoup de place là-dedans aussi. Et, totalement, ça m'a jamais quitté. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu prends la décision de démissionner d'un poste de cadre pour lequel tu as fait 5 années d'études, tu as quitté ta famille, et que tu as même tes parents, en fait, qui te disent « mais est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es sûre de ta décision? » On te tue, mais juste est-ce que tu es sûre, quoi? Genre, est-ce que c'est pas juste comment on dit, un caprice du moment, tu vois? Oui. Tu oses prendre une décision comme ça pour pouvoir l'assumer derrière. Donc, depuis juin 2020, le jour de ma démission, j'ai une seule obsession en tête, c'est avoir mon activité et faire
faire entrer de l'argent pour justement prouver que c'était la bonne décision. Donc bien évidemment que lorsque mon bébé arrive, que je ne gère plus du tout mon temps, mon emploi du temps ne m'appartient plus, qu'il faut mettre en place des routines, des machins, et que ça dépend de moi et que je me sens impuissante parce que j'arrive pas à passer à l'action, parce que je suis trop fatiguée, parce que je suis trop anxieuse, bien sûr que ça amplifie les émotions négatives. Ça amplifie la culpabilité, ça amplifie la gêne, la honte, tu te remets en question, tu te dis, mais du coup, est-ce que j'aurais pas dû rester salariée, au moins je étais en congé maternité, tu vois, comme ça, tu te remets complètement en question, en fait. Si tu voulais qu'une personne qui nous écoute reparte avec quelque chose, ce serait quoi comme leçon? Écoute, avant de commencer l'appel, je me suis dit que mon intention ici en partageant, c'est vraiment pour que les femmes, mamans ou futures mamans qui traversent une période en fait pas forcément évidente en lien avec leur enfant ou en lien avec l'entreprise ou la situation financière ou quoi. Mon intention, c'est vraiment qu'on puisse se dire je suis pas seule, parce que c'est au moment où j'ai compris que j'étais pas seule que moi, en fait, j'ai pu avancer. Et qu'elle puisse se dire aussi, enfin moi la leçon que j'ai tirée en tout cas et qui j'espère va peut-être servir, c'est que quelque part rien n'arrive pour rien et que chaque expérience de la vie est nécessaire en fait. Et je pense que cette expérience m'a aidée à me reconnecter à ma foi, parce que je pense que si j'étais passée de démission à entrepreneuriat et succès entrepreneurial immédiat, la Noélie que j'étais à l'époque, elle serait devenue juste une montagne d'ego, en fait, tu vois. Elle n'aurait pas le même cœur, la même connexion qu'on ressent aujourd'hui. Et vraiment, ces années m'ont vraiment aidé à me reconnecter à plus grand que moi, à apprendre des tas de choses sur l'aspect énergétique, le fonctionnement, les lois universelles, les lois énergétiques, les textes sacrés et tout, peu importe la religion, tu vois. Et je pense que moi, la leçon, c'est peu importe ce que tu traverses, l'important, c'est que, un, tu gardes la foi, et que deux, tu te dis, mais quelle leçon, qu'est-ce que ça m'apprend en fait? Quelle leçon que je peux en tirer là aujourd'hui, qui va me servir à moi demain ou qui va même peut-être servir à d'autres demain en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu as trouvé ton équilibre, ton rythme, tout va pour le mieux comme tu voulais en fait? Peut-être que tu n'as pas encore tout le succès, mais en tout cas au niveau de l'équilibre, tu es plus stressé, tout va bien, tu fais ton activité. Est-ce qu'on peut dire que tu es à ce stade-là? Écoute, je ne sais pas si je suis à ce stade-là. En tout cas, ce que je sais, c'est que déjà le fait qu'il soit à l'école, ça me permet d'avoir un rythme aussi. J'arrive à me caler sur les jours d'école et tout. Donc, pour travailler, je me sens beaucoup plus organisée, je me sens beaucoup plus sereine. J'ai encore bien évidemment des phases où j'en peux plus, où j'en peux plus en tant que maman, et voilà, mais tu vois, je suis à des millénaires de ce que j'ai pu vivre pendant la période où c'était difficile, quoi, tu vois. Là, je sais demander de l'aide quand j'en ai besoin, j'ai osé accepter que je suis une enfant gâtée, mine de rien, parce que ça aussi, quand tu luttes contre ça, parce que c'est mal vu, j'avais peur en fait, tu vois, de dire je suis une enfant gâtée, enfin tu peux pas assumer ça, genre tout le monde va juste taper dessus et dire mais arrête de te la péter en fait, tu vois. Et là aujourd'hui j'ai osé assumer que je suis une enfant gâtée, et du coup ça m'aide sur quoi? Ça m'aide à oser demander de l'aide, finalement. Des fois sur des petits trucs tout bêtes, quoi, mais au moins ça me libère l'espace mental pour ne pas replonger. Donc ouais, je sais pas si j'ai atteint le niveau que je voulais, mais en tout cas sur l'aspect perso ça va, et sur l'aspect pro j'adore savoir que là je contribue à créer un monde où professionnellement il y a plus de femmes qui se sentent alignées, qui se sentent sereines et bien et riches et abondantes, quoi. Donc voilà.
Et quand tu parlais aussi d'être une enfant gâtée, tu vois, tu disais que tu l'assumes. C'est bien parce que le fait de l'assumer, finalement, t'a fait conscientiser que tu ne voulais pas la même chose pour ton fils, tu vois, entre guillemets. Parce que dans tes explications, tu disais que tu avais tendance à vouloir trop le couvrir et que justement, tu as compris qu'il fallait relâcher un petit peu pour pouvoir le laisser être un homme, tu vois, pour reprendre tes mots. Donc, il y a toujours du positif ou des leçons à tirer de ce qu'on vit ou de la personne qu'on est ou même de quelque chose qui va sembler être un défaut, on peut en faire quelque chose de positif. Donc, voilà. Avant de te donner la parole pour un mot de fin, j'ai un rituel de fin. Et c'est le mot de l'invité précédent. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est un verset de la Bible, c'est Ecclésiaste 9, verset 4. Ok, ça marche. Est-ce que ça te parle? Oui, merci pour le partage, j'aime beaucoup. C'est quand même très profond dans le sens où parfois on a envie d'être hyper puissant, hyper fort, comme un lion et tout, mais en fait, si t'es à terre, ça sert à rien, tu vois. Donc, continue juste à ton niveau et reprendre conscience que la vie est tellement un cadeau déjà par entière. Finalement, juste en profiter à son échelle avant de vouloir être hyper puissante, ouais, ça résonne énormément. Oui. Génial. On arrive à la fin du podcast hein, et on a parlé des leçons, de ce que tu as traversé, de comment tu en es arrivé là. Et donc, si tu as un dernier mot, ça peut être un remerciement. En tout cas, ton mot de fin, ce serait quoi? Ok, ça marche. Ben écoute, j'ai passé un super moment déjà. C'est la première fois que je partage cet aspect-là de ma vie comme ça, publiquement. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. Et puis, j'ai vraiment envie d'envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance à toutes ces femmes qui traversent des phases un peu compliquées et qui ne se sentent pas forcément soutenues. Je pense vraiment que ton podcast va permettre de les aider. Donc, merci de l'avoir créé. Merci, avec plaisir. Et ouais, j'espère que mon partage aura aidé. Et puis, l'objectif n'était pas non plus de faire peur, tu vois, aux femmes qui ont envie de devenir maman. Ça reste un vrai plaisir, j'en ai pas parlé, mais ça reste un vrai plaisir de les voir grandir après, par la suite. De les voir évoluer. Et, à un moment, quand même, avec de l'ego, tu te dis hé, et mon travail là, ok. Donc, quand même, on est contente en fait de les voir avancer. Donc voilà, l'important c'est de garder la foi et de s'accrocher à chaque étape de sa vie. Donc voilà pour le message. Mon mot de fin, c'est déjà de te dire merci. Merci d'avoir accepté de partager cette partie-là de ta vie parce que on n'a pas souvent beaucoup de témoignages là-dessus. C'est très intimiste et je ne l'ai pas dit. Là, Noélie, elle est en Guadeloupe actuellement. Elle a accepté de partager ça avec nous et franchement, je suis reconnaissante de cela. Et pourquoi? C'est un sujet qui m'a tout de suite... capté et je t'ai dit oui, il faut qu'on y aille. Déjà, je le disais, les femmes se mettent beaucoup de pression. Et quand on est perfectionniste, quand on est maman poule, quand on veut bien faire, il y a une pression qui est encore monstre dont on ne parle pas. C'est encore pire quand tu es dans cette phase-là où tu te cherches, tu veux construire un business, une activité, mais tu as cette volonté d'être maman, donc ça fait un conflit intérieur qui ne dit pas son nom. Et le fait d'avoir ton témoignage montre un peu le chemin finalement, ça ouvre la voie, ça montre le processus de réconciliation aussi avec toi-même par lequel tu es passé et ça aide à se dire au fait voilà ce à quoi il faudra que je fasse attention, voilà comment me comporter et si jamais malgré mes garde-fous ça va pas, j'ai de l'espoir, je sais que ça ne fait pas de moi une maman qui n'est pas bonne, je sais que je peux m'en sortir, je peux m'appuyer sur d'autres personnes.
Donc voilà, ton message fait vraiment sens en tout cas. Et je tenais à te remercier pour ça. Voilà. Et puis, merci beaucoup. Ouais, merci à toutes les personnes qui nous écoutent du coup et qui suivent le podcast. Merci à Noélie et merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de son histoire. Est-ce que vous connaissiez le burn-out maternel? Et si vous êtes maman, que vous êtes passé par cette phase ou non, que vous avez juste envie de nous partager votre ressenti, votre retour d'expérience sur le sujet, n'hésitez pas, on vous attend en commentaire. Et sur ce, prenez bien soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye bye!